Bonjour, 2019 pour l'Europe est l'année des élections européennes qui auront lieu dans tous les pays de l'Union européenne du 23 à 26 mai. Nous allons vous donner dans l'émission d'aujourd'hui de notre série L'Europe en mouvement des informations sur cet événement, mais aussi des explications pourquoi est-il important et peut être décisif pour l'avenir de l'Union européenne. D'abord, il faut noter que ces élections prendront place dans un contexte inédit pour l'Union européenne. La précédente mandature, entre 2014 et 2019, fut en effet l'objet de nombreux événements successifs d'influer sur la situation politique européenne, comme le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, l'arrivée au pouvoir dans plusieurs pays de gouvernements populistes et l'adoption de l'accord du Paris sur le climat. Il y a de changements politiques, mais aussi de défis économiques, technologiques, écologiques pour l'Union européenne, de pressions migratoires, des explosions sociales dans divers pays, des affrontements commerciaux entre l'Union et ses compétiteurs sur la scène internationale et enfin une contestation des institutions, des fonctions, même de l'existence de l'Union européenne. Pour toutes ces raisons, les élections du renouvellement du Parlement européen, un processus qui se répète tous les 5 ans depuis 1979, sans beaucoup d'intérêt et du suspense, cette fois-ci se considère par beaucoup de politiciens, commentateurs, journalistes, etc. être importante et cruciale pour l'avenir de l'Union européenne. Mais avant de plonger sur toutes ces problématiques, c'est nécessaire, Nikiforos, d'expliquer à notre public de quoi s'agit-il exactement, le Parlement européen, comment il est élu et quelles sont les fonctions principales. C'est vrai, Adonis. Alors, le Parlement européen est l'organe parlementaire de l'Union européenne élu au suffrage universel et comme on l'a déjà dit, tous les 5 ans depuis 1979. Il est la seule institution de l'Union européenne à être directement élue par tous les citoyens électeurs des pays membres. Il partage avec le Conseil de l'Union européenne le pouvoir législatif de l'Union. Aussi, le Parlement européen a des pouvoirs budgétaires par lesquels lui et le Conseil doivent se mettre d'accord sur le budget annuel de l'Union. En plus, il a le pouvoir de contrôle, c'est-à-dire les députés au Parlement européen surveillent le travail des institutions de l'Union européenne, notamment la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union. Avant d'en dire plus, il faut faire référence, Nikiforos, aux institutions principales de l'Union européenne. Alors, nous avons le Parlement européen, qui est mentionné en premier dans les traités européens. Après, nous avons la Commission, qui est le pouvoir exécutif de l'Union européenne, la gardienne des traités et qui a le quasi-monopole de l'initiative législative de l'Union européenne. Aussi, il y a le Conseil européen, étant composé des chefs d'État ou de gouvernement et qui a pour but de définir les grands axes de la politique de l'Union européenne. Ensuite, nous avons le Conseil des ministres de l'Union européenne, qui est un organe exécutif mais aussi législatif de l'Union européenne. Il partage ses compétences avec le Parlement. Les ministres des États membres se rencontrent en lien avec l'ordre du jour de chaque réunion. Par exemple, le ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Santé, etc. Plus que ces organes exécutifs et législatifs, il existe des institutions pour des tâches particulières mais importantes pour le fonctionnement de l'Union, comme la Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes européenne. Le Parlement est composé actuellement de 751 députés européens, qui représentent plus de 500 millions de citoyens de l'Union dans 28 États. Ce nombre va chuter à 705 députés après le Brexit et la diminution des pays membres à 27, si le Royaume-Uni sort finalement de l'Union. Mais cette perspective n'est pas encore définitive le jour de notre émission, Nikiforos. Le Parlement siège à Strasbourg, en France, où se tiennent les séances plénières. Ces commissions ainsi que les séances additionnelles se tiennent à Bruxelles, en Belgique. Mais c'est le moment de Nice de regarder la première interview qu'on a préparée sur notre sujet. C'est de Madame Marietta Giannakou, qui était pendant des années membre du Parlement européen et une politicienne bien connue en Grèce, à Strasbourg et à Bruxelles. Nous allons discuter maintenant autour des questions et des points principaux de notre sujet avec Madame Marietta Giannakou, qui était pendant des années membre éminent du Parlement européen et en plus qui a servi au passé comme ministre d'éducation nationale en Grèce. Nous le trouvons à son bureau politique d'Athènes. Bonjour Madame Giannakou et merci de nous recevoir pour cette interview. Bonjour. Beaucoup d'hommes politiques, commentateurs et journalistes
caractérisent les prochaines élections européennes comme très importantes et cruciales. Certains proclament même que les prochaines élections européennes vont juger le futur de l'Union. Je suis d'accord avec cette estimation. Pas seulement parce qu'il y a beaucoup de partis démagogues en Europe qui veulent nous retourner aux situations entre les deux guerres, qu'ils veulent retourner aux pages noires de l'histoire de l'Europe, mais parce que tout le monde a l'impression que le traité de Lisbonne, qui vient de la Constitution européenne qui était créée par les groupes Giscard d'Estaing, n'est pas assez pour donner au peuple de l'Europe de nouvelles possibilités pour le chômage, pour faire face au chômage, pour donner un nouveau enthousiasme à l'idée de l'Europe. Alors, je ne crois pas que la majorité au Parlement européen, après les élections européennes, deviendra de partis démagogues et ultra-droite, etc. Non. Mais vous comprenez que si le Parti populaire européen se diminue, le Parti socialiste se diminue, parce que ces deux partis étaient la base de la coopération dans le Parlement européen et la base des démarches de l'Europe, les choses seront très difficiles. D'abord, le premier problème, c'est que quelquefois les gouvernements de l'Europe, les partis politiques de l'Europe, quand ils voient les partis démagogues et leurs idées, quelquefois ils veulent ressembler à ces partis et ils ne comprennent pas que le peuple vote pour les originales, pas pour quelque chose qui est pareil. Il y a une responsabilité du gouvernement pour ces élections. Quelquefois, les choses dépendent de la qualité du personnel qui sera élu aux élections européennes, du personnel de la Commission européenne. Alors, il faut que le gouvernement soit très prudent à ces décisions. À l'autre côté, il faut finir avec l'intergouvernementalisme et il faut avoir de respect au système communautaire. C'est la seule chose qui peut nous faire aller, nous faire marcher vers une Europe unifiée. Les défenseurs d'une Europe plus unifiée pensent encore que l'Union européenne manque des compétences et des moyens politiques et financiers. Par contre, les critiques de l'UE et les eurosceptiques se plaignent que l'Union a trop grandi et elle intervient sans limite et résultats positifs aux affaires des États, au fonctionnement des économies et dans la vie des hommes. Enfin, on a besoin de plus ou de moins d'Europe. Alors ça, c'est la critique des eurosceptiques. L'histoire vient du contact entre les peuples, les citoyens et les institutions européennes. Il faut que les citoyens savent qui fait quoi et pour quelles raisons. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut comprendre les traités européens ou peut savoir en détail les traités européens. Il faut que les citoyens comprennent que cette Europe, c'est quelque chose de très précieux. Nous avions, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, 60 années de
bonne qualité de vie, de démocratie, de respect des droits européens, de respect des droits de l'homme, tout ça était très positif. Quelquefois, il y a des époques dans l'histoire, il y a des époques de décadence, on pourrait dire. L'Europe, les dernières années, avait un grand problème avec le chômage. Mais à l'autre côté, la politique sociale de l'Europe, c'est vraiment unie. Vous voyez pourquoi tout le monde, les citoyens de tout le monde veulent venir en Europe. Alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'on a besoin plus d'Europe? Oui, personnellement, je suis en faveur d'une Europe politique. Pour moi, le plus d'Europe, c'est exactement ça. Pas seulement l'eurozone, l'union monétaire et économique, les coopérations renforcées entre les différents États membres, mais surtout une Europe politique. Et naturellement avec un vrai gouvernement au niveau de l'Europe. Alors, pour moi, il faut changer les traités. Mais parce que je vois ça très difficile pour le moment, il faut que les gens qui seront élus aux élections européennes commencent à travailler sur un plan pour un budget commun, pour la possibilité de décider avec la majorité et pas avec l'unanimité à tous les problèmes. Il faut faire des pas vers une Europe politique. Au même moment, il y a les démagogues qui disent ce que vous avez mentionné avant. La critique que pourquoi les États membres ne peuvent pas décider pour tout ce qui est important pour les États membres, l'économie, la vie sociale, l'éducation et tout ça. Alors là, il faut dire à tout ce monde qui a des doutes de ce que ça doit être l'Europe. Qu'est-ce qu'est un État membre devant l'univers? Qu'est-ce que c'est la Grèce pour le monde, pour tout le monde? Pas grand-chose. Même l'Allemagne n'est pas grand-chose. Même Madame Merkel dit toujours que l'Allemagne, c'est l'Europe et l'Allemagne. C'est ce qui est important pour l'Allemagne, c'est l'Europe. Alors, devant une globalisation, les pays signifient, et ça, il faut faire pour l'Europe. Parce que comme ça, on sera très fort à tous les niveaux, tous les pays à tous les niveaux. Une critique fréquente vers l'Union européenne, c'est que ses institutions et processus ne fonctionnent pas assez démocratiquement et avec de transparence nécessaire. Est-ce qu'on peut améliorer la démocratie à l'intérieur de l'Union européenne et pourquoi? Et quel pourrait être le rôle pour cette démarche du Parlement européen, qui est la seule institution de l'UE directement élue par les citoyens aux élections européennes, mais qui en même temps n'a pas assez de pouvoir? D'abord, l'Europe était devenue plus démocratique après 1979, après les élections pour le Parlement européen. Je ne crois pas que l'Europe n'est pas démocratique.